Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose que je trouve relativement intéressant, c'est tout simplement la modélisation de la bougie que vous avez sous les yeux. Alors pourquoi je trouve ce cours intéressant? Parce qu'il va mêler différents aspects de la 3D et de Blender qu'on n'a jamais encore abordé. Donc ça c'est pas mal. On va voir dans un premier temps la modélisation de la bougie qui va être fait avec une méthode un petit peu particulière vu qu'il ne s'agit pas de modélisation polygonale classique, ce n'est pas du hard surface, parce qu'on est fini en 3D, mais tout simplement quelque chose que l'on va sculpter. Donc vous allez voir que c'est complètement différent comme méthode de travail. La bougie c'est relativement simple, ça vous permet d'avoir un premier pas dans la sculpture en 3D et notamment dans Blender. Et ensuite on verra la flamme, qui est un matériau relativement simple avec des dégradés qui vont nous permettre de voir des notes que l'on n'a encore jamais vues. Et très important, des modifiers qui vont modifier la forme de ma flamme en temps réel. Et tout ceci grâce au moteur de rendu Eevee. On n'a pas simulé la flamme avec MantaFlow, ça a pris beaucoup de temps de précalcul et de rendu. Là, c'est vraiment un matériau unique qui rend relativement bien, notamment si vous voulez faire des animations assez sympas, assez basiques. Parce que comme vous pouvez le voir, mon animation tourne en temps réel et j'ai pas besoin de faire des calculs. Je peux tourner autour de mon objet. Et grâce au Eevee, on peut également rajouter du Subsurface Scattering, du SSS en abréviation, qui permet donc de faire passer à travers de ma cire de la lumière et qui nous donne cet effet assez réaliste. Donc je trouve que l'effet final est assez sympa. Alors, on va tout de suite aller dans un nouveau fichier Blender et je vais supprimer le cube de base. Comme d'habitude, on se pose toujours la question, quelle forme, quelle primitive se rapproche géométriquement le plus de ce que je veux obtenir, en l'occurrence une bougie. Donc vous comprenez bien, on ne va pas partir d'un cube, on ne va pas partir d'une sphère, on va partir d'un cylindre. Donc je vais faire Shift A, Mesh, Cylinder. Et je vais un petit peu changer ses proportions. Donc dans un premier temps, je vais faire un SZ, pardon. Et je vais faire à peu près comme ceci. Voilà, je pense que là, elle est assez grande. Ok, là on va dire que c'est la forme de ma bougie. S, Shift Z pour la rendre un petit peu plus fine, comme ceci. Et là, on est pas mal. Donc maintenant, je vais pré-mâcher un petit peu le travail en donnant une forme globale qui peut se rapprocher à la bougie sans pour autant être précis. Donc vous allez voir que ça va être très basique dans un premier temps. Donc je vais passer en mode édition. Je sélectionne ma face du dessus. Je vais faire une extrusion jusqu'à peu près ici. Je vais faire S, et ensuite je vais faire I, et une extrusion vers le bas, et je vais un petit peu rescale. Voilà, vraiment une forme complètement basique. Et je vais faire pareil en bas. Je sélectionne ma face du bas, sauf que là je vais être un petit peu différent dans ma modélisation. Je fais une extrusion avec E que j'annule avec échappe, et du coup ça me permet de faire un petit décalage, comme ceci. Et l'avantage c'est quoi? C'est que maintenant si je vais dans le Modifier Properties, et que je rajoute du Subdivision Surface, je vais pouvoir... Donc là, je vais mettre 5 dans la viewport, avoir quelque chose d'adouci comme on a ici. Alors, on a différents soucis d'affichage qu'on peut plus ou moins régler facilement. Je peux sélectionner par exemple ma face qui est présente ici. Je peux la rescale pour obtenir quelque chose comme je le souhaite. Je vais baisser dans la viewport quelque chose qui tombe à 2. Mais on voit qu'on a toujours ces petits crénelages. Donc, je vais faire I pour insérer une face. G, Z. Voilà. Et un autre I. Et normalement... le problème devrait être un petit peu atténué. Je peux faire clic droit, Shade Smooth, et on voit que maintenant, on ne voit plus vraiment ces créneaux dus au Subdivision Surface et dus à la forme cylindrique de notre objet. Je vais faire un petit peu la même chose en bas. Je vais faire I, et je vais le réduire, et normalement, on en a quasiment plus. Je peux faire G et Z pour le changer de proportion, et je vais refaire un I vers le bas. Et donc, on est pas mal. Alors, dans la viewport, je vais mettre 5. Pourquoi? Là, je vais faire quelque chose qui est extrêmement rare dans Blender. Je vais appliquer ma subdivision. Parce que quand on sculpte, on a besoin d'un maillage qui possède une haute densité. Alors il y a un outil qui est présent exprès dans Blender qui s'appelle le Multi-Resolution, qui permet en fait de faire des subdivisions et de faire des sortes de rollback pour revenir sur une version en low poly. Et ça permet notamment de faire une sculpture en high poly, d'exporter le normal mapping et ensuite de la rappliquer à du low poly pour donner l'impression qu'on a du high poly. Un petit peu difficile comme ça, je ferai une vidéo associée. Aujourd'hui, je me suis dit, vu que vous connaissez déjà le Subdivision Surface, comme on l'a déjà traité en vidéo, je vais utiliser ceci et j'applique. Et maintenant, quand je passe en mode édition, on a ceci. Donc, un maillage qui est dit de haute densité. Et l'avantage, donc je vais faire un CTRL S. Hop là. L'avantage, c'est que maintenant, je vérifie que la vidéo tourne. Ouais, on est bon. L'avantage, c'est que maintenant, si je passe en Sculpt Mode, je vais pouvoir vraiment modifier la forme comme je le souhaite. Alors, on a différents soucis qu'on va régler par la suite. Mais dans un premier temps, comment fonctionne le Sculpt Mode? Ça fonctionne avec des brosses. Une brosse, c'est quoi? C'est tout simplement des pinceaux.
voilà, pour faire la version simple, qui possèdent chacun des fonctionnalités différentes et qui sont présents à gauche. Donc l'avantage, c'est que maintenant, dans les nouvelles versions de Blender, on a des icônes qui sont très représentatives de la fonctionnalité des outils. Donc Draw permet par exemple de dessiner quelque chose de classique qui va donner de la forme. On a un aperçu à droite justement à notre maillage. On a par exemple Inflate qu'on va beaucoup utiliser au cours de ce tuto qui permet donc de donner une sorte d'inflammation en rajoutant une sorte de maillage sphérique là où on a notre curseur, etc., etc. Ce qui est très important de comprendre, c'est ces deux outils-là. Le radius, qui est donc le rayon de notre boss, et la strength, qui est donc la force de celle-ci. L'avantage, c'est qu'avec un clic droit, je peux facilement accéder au paramétrage. Donc, je n'ai pas besoin à chaque fois d'aller en haut. Pour aujourd'hui, je vais le faire, ça vous évitera de vous perdre si je fais plein de clics droits, mais sachez que ça existe. Et on a également un outil ici qui est très utile, qui est la symétrie. Donc, imaginons là que je me mette en mode draw, que je me mette ici. On voit que mon curseur il est à gauche et j'ai malgré tout un petit point bleu qui est également présent à droite de mon objet. Et du coup, là, si je peins en rajoutant de la matière, on voit qu'à droite, ça m'a fait la même chose. Alors, vous allez vous dire, bah, c'est un petit peu galère, pourquoi ça refait exactement la même chose? Alors, historiquement, sachez que le mode sculpture de Blender a été un petit peu inspiré d'un logiciel qui s'appelle ZBrush, qui est beaucoup utilisé pour la modélisation de personnages, que ce soit des personnages réels ou fictifs, donc des visages par exemple. Et un visage, c'est relativement symétrique. Donc par exemple, si on est en train de creuser une joue ou de modéliser un nez ou une bouche, on n'a pas envie de faire l'opération en double, parce qu'on est plus ou moins symétrique. Donc si je creuse une joue à gauche, j'ai pas envie de me retaper le même travail de l'autre côté. Donc l'avantage, c'est qu'on a cet outil symétrique qui permet de faire une fois le travail au lieu de deux. Donc nous, on va le désactiver, parce qu'on n'a pas besoin. Et le second inconvénient que j'ai ici, c'est que si je me mets en haut, on a bien quelque chose qui est proportionnel, on a un cercle. Sur le côté, on a une sorte d'ovale. Et si je peins, bah, ça me fait quelque chose un truc un petit peu bizarre. Alors ça, on va le changer de suite. Je vais aller dans Object Mode. Et c'est tout simplement dû, si je vais dans Item, à ma scale, mon échelle, qui n'est pas respectée. Elle n'est pas homogène, c'est pas du 1, 1, 1. Donc je fais CTRL A et je fais Scale. Donc ça vient, comme d'habitude, du fait qu'on ait étiré notre objet. Et Blender n'a pas appliqué l'échelle. Donc je vais passer en Sculpt Mode. Et je vais aller dans le mode Inflate. Et le premier travail que je vais faire, c'est rajouter une sorte de cire qui aurait pu stacker tout autour de mon objet pour ajouter un effet un petit peu réaliste. Donc là, si je clique et que je commence à peindre, on voit que ça permet bien de rajouter de la surface autour de mon objet. Donc dans un premier temps, on va le faire de manière assez homogène. Et puis après, on va rajouter des sortes d'irrégularités parce que une bougie, donc c'est ça qui est intéressant et aussi difficile de la modélisation qu'on appelle organique, hein, comme un visage ou une bougie, on pourrait l'apparenter à ça, c'est que rien n'est parfait dans la vie. Donc on n'a pas quelque chose qui va être entièrement symétrique ou entièrement homogène tout autour de mon objet. Donc là, je peux faire par exemple une très grande inflammation comme si de la cire s'était accumulée à cet endroit-là. Je peux faire exprès que ça dépasse un petit peu vers l'intérieur. À d'autres endroits, au contraire, je vais faire l'inverse. Alors comment faire l'inverse? Par défaut, l'Inflate va rajouter de la surface. Sachez que pour toutes les brosses, quasiment, sauf exception, si j'appuie sur CTRL, ça permet de faire l'opération inverse, à savoir enlever de la surface, du volume. Là, si je fais CTRL et que je clique, ça va creuser au lieu de rajouter. Donc je peux augmenter un petit peu ma force pour obtenir quelque chose qui est un petit peu plus puissant et je vais pouvoir sculpter autour de mon objet, augmenter un petit peu mon radius pour l'intérieur, par exemple, si je veux faire quelque chose qui ressemble à ceci, le creuser un petit peu par endroit, toujours pour donner un côté aléatoire à ma forme. Et là, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez peindre comme vous le souhaitez. On va même rajouter, par la suite, vous allez voir comme si des gouttes de cire avaient coulé sur mon objet. Voilà. Alors, un autre raccourci qui est très utile à connaître, on le verra notamment pour en bas, c'est le raccourci Shift. Le raccourci Shift, en fait, c'est le raccourci vers l'outil Smooth qui est à gauche et qu'on peut traduire par adoucir et qui permet d'adoucir nos formes. Là, si je fais Shift et que je clique, vous voyez que là, il y a beaucoup d'irrégularités. Bon, par exemple, je vais le faire ici. Et ça permet d'adoucir ma forme. Donc, voilà. Donc une fois que je suis assez satisfait, donc là on va dire que ma cire du tour est pas mal, je peux augmenter mon radius, je vais creuser un petit peu ici, voilà, à l'endroit où on aura la tige qui va arriver, comme ceci, donc là je pense qu'on est bon. Je peux rajouter également encore un petit peu d'irrégularité, faire vraiment des choses un petit peu absurdes mais pour intensifier les effets. Donc justement, si vous avez des effets comme ça veut dire qu'il y a deux maillages qui se sont superposés, dû aux sculptures. Par exemple, j'ai dû faire une inflammation à gauche, une inflammation à droite, et du coup, il y en a qui se sont superposés. Donc avec Shift, je peux radoucir ça pour obtenir quelque chose qui va être adouci, et resculpter pour obtenir
voilà, une forme comme je le souhaite. Voilà, donc en adoucissant, ça va permettre de recorriger ces petits problèmes-là qui peuvent survenir sur les maillages. Donc là, j'ai un petit peu trop de force. Voilà. Et donc là, on est pas mal. Ok, donc maintenant j'ai ça. Je vais baisser mon radius, je vais le mettre à 50. Une force à 0,775 et je vais faire comme si des gouttes de cire avaient coulé. Donc par exemple là, ça s'y prête parfaitement. Donc je vais cliquer ici et je vais faire, voilà, en laissant enfoncer mon clic gauche en faisant des petits allers-retours, comme si une goutte avait glissé. Je vais faire exprès, à l'extrémité, de faire quelque chose de sphérique et de revenir en faisant des petits tours avec ma souris pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc là, on est pas mal. On adoucira tout ça par la suite. On va en faire également une autre ici, un peu plus courte et qui part sur le côté. Pourquoi pas? Ça permet de rajouter un côté un petit peu aléatoire à notre bougie. Je rappelle, on ne va pas faire quelque chose d'extrêmement linéaire, sinon ça fait pas très réaliste. Je vais en mettre également une ici. Donc avec Shift, Ctrl, je vais un petit peu creuser et faire en sorte comme si une goutte vraiment était tombée, cette fois-ci, assez loin dans mon maillage. Voilà. Donc avec clic, je peux sculpter, faire comme ceci. Et donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc là, ça vous paraît un petit peu triangulaire, tout ça. Sachez qu'on va rajouter après coup, de toute manière, encore un dernier coup de Subdivision Surface pour éviter d'avoir quelque chose polygonal et de voir des effets comme ceci. Ça, on ne veut pas en voir. C'est dommage d'avoir un polygone high poly. C'est pour avoir des choses comme ceci. Donc là, on va dire qu'on est pas mal pour le haut de ma bougie. Je peux adoucir avec... Pardon. Avec Shift ici pour obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Et là, je pense que on est pas mal pour les effets de goutte. Ok, donc on va dire que c'est bon. Donc vous pouvez toujours rajouter ici des côtés enflammés qui donnent un côté assez sympa. Et maintenant, je vais m'occuper du bas de la bougie. Donc le bas de la bougie, on va faire à peu près pareil. Donc je le mets ici. Et avec mon clic gauche, je vais pouvoir sculpter pareil mon objet. Voilà, donc là, j'hésite pas à empiéter sur la partie supérieure de mon pied de bougie, on va dire. Hein. Donc je fais ça rapidement parce que je pense que vous avez compris l'idée. De toute façon, le sculpting, il n'y a pas vraiment de méthode à proprement parler. C'est une fois qu'on a compris comment utiliser les outils, c'est vraiment très intuitif. Donc voilà, une fois que j'ai ça, avec Shift, je peux adoucir pour obtenir voilà, quelque chose qui m'enlève les imperfections. Et donc là, on va dire qu'on est pas mal. Dernière chose, là notre bougie est extrêmement droite, linéaire. C'est pas très réaliste. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais passer cette fois-ci en mode draw. Je vais augmenter un petit peu mon radius. Bon, pas autant, faut pas abuser. Et je vais faire des petits coups comme ça pour modifier un petit peu la forme de mon objet, à la fois avec des clics gauche classiques et des clics avec Shift pour faire rentrer à l'intérieur. Et ça me permet vraiment d'obtenir quelque chose qui va être irrégulier. Voilà, et qui va ressembler un petit peu plus à une bougie. Donc après, franchement, vous faites comme vous voulez. Là, j'essaie de vous montrer les outils et comment les utiliser. Vous pouvez laisser place, bien évidemment, à votre créativité. Ok, donc ceci étant fait, je vais rajouter un dernier coup, un Subdivision Surface que je n'ai pas appliqué. Mais ça va me permettre, vous allez voir, d'obtenir quelque chose de beaucoup plus adouci, notamment là où on a sculpté. Vous voyez ici, avant, c'était assez polygonal. Maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus lisse. Et donc là, on est pas mal. On a même ici des petits effets comme s'il y avait de la cire qui avait séché un premier coup et puis coulé après coup. Donc là, c'est vraiment pas mal. Maintenant, je vais passer à la modélisation de la flamme. Alors là, ça va être assez complexe dans le sens où, petit CTRL S, dans le sens où on va utiliser des techniques qu'on n'a jamais vues, notamment animer des modifiers et un matériau relativement classique. Donc pour ce faire, je vais faire Shift A et je vais rajouter un objet de type UV Sphere. Je vais le mettre ici pour qu'on ait un aperçu. Je vais passer en mode édition. Je vais sélectionner mon point du haut avec un clic gauche et je vais activer en haut mon Proportional Editing qui est également accessible avec la touche O. Et je peux faire G et tirer voilà, vers le haut ma flamme comme ceci. Donc là, on va dire qu'on est pas mal. Je vais faire clic droit, Sheet Smooth. Je vais rajouter un Subdivision Surface. Un seul, ça suffira largement, sinon ça va demander trop de calcul. Et je vais faire S et Shift Z pour l'affiner en quelque sorte. Comme ceci. Et ça, c'est le début de notre flamme. Donc vous allez me dire, normalement ça ne ressemble pas à grand chose, et vous avez tout à fait raison. On va commencer par faire les matériaux. Donc je vais aller dans le Viewport Shading à Material Preview Mode, je clique dessus, et je vais aller dans le Shader Editor. Donc je clique ici et je fais Shader Editor.
Et je vais faire un nouveau matériau en cliquant là. Et je vais l'appeler par exemple flamme. Avec un seul M en anglais, il me semble. Ouais. Ok. Alors là, comment faire mon matériau? Mais je vais supprimer mon principal BSDF. Donc je clique dessus, je vais supprimer. Je vais faire Shift A. Et je vais rajouter un Mix Shader. Alors vous allez voir que là, il y a différentes écoles. Ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, je vais vous en montrer une. Et après, je vous montrerai comment faire une autre. Je vais rajouter 2 shaders de type émission. Voilà, que je vais mettre ici. Donc je vais mettre un blanc et un noir. Comme ça, vous allez bien voir la différence. Ensuite, je vais alors avoir besoin d'une color ramp, d'un dégradé. Donc gradient texture, bon c'est un petit peu compliqué mais je vais vous expliquer tout ça, n'ayez pas peur. Un mapping et une texture coordinate. Ah, ça fait beaucoup de choses, hein. Donc je vais relier le generate au vector, je vais relier le vector au vector, je vais relier la color au factor et je vais relier le color au shader. Voilà. Donc là ça fait quoi? Ça rajoute un dégradé, sauf que ce dégradé par défaut il est horizontal. Donc moi je veux pas ça. Donc je vais faire une rotation en Y de 90 degrés. Et là, j'ai bien un dégradé qui est présent ici. Ensuite, avec la location en Z, non, en X, pardon. Donc là, c'est un petit peu compliqué, voilà. C'est un petit peu difficile parce qu'il faut faire dans sa tête le calcul, qu'il y a une rotation, etc. Je peux choisir la position, entre guillemets, de mon dégradé. Et là où ça va être très utile, c'est qu'on a rajouté une color ramp qui me permet, par exemple, d'avoir un dégradé plus ou moins, on va dire, brut. Donc par exemple, si je me mets comme ça, si je rapproche hop là, mes 2 nœuds, on voit que le dégradé est quasiment net. Donc moi, je peux me mettre à peu près comme ceci pour avoir un dégradé assez fluide tout au long de mon objet. L'avantage, c'est que ça me permet de faire quoi? Ça me permet de faire une sorte de dégradé de couleur de ma flamme. Donc en bas, on va mettre une émission qui est relativement... donc je peux inverser les 2 nœuds. Hop là, ce sera plus simple. Voilà. En bas, je vais mettre une émission qui est relativement orange, on va dire un peu rouge, comme ceci. Et en haut, on va mettre quelque chose qui est un petit peu plus proche du blanc. Donc là, ça ne ressemble pas à grand chose. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'active ici, dans le Render Properties, le Bloom. Et de suite, si j'augmente ma force, c'est par exemple ici je mets 50, voilà, et ici je mets 20, on a bien quelque chose qui ressemble, grosso modo, à du feu. Donc je peux le mettre un petit peu plus, voilà, vers le blanc, jaune. Donc l'avantage, c'est que je peux, avec ceci, changer la position ou alors directement avec la location également qui me permet de changer la location en temps réel. Ok, donc une fois que j'ai ma flamme, donc je vais le remettre moins 0,4, il me semble que c'était pas mal. Je peux remettre la force à 1 pour voir à peu près où est ma délimitation. Ici, je pense que c'est pas mal. Ici, je pense que c'est pas mal. On va se mettre à 50. Ok. Donc, on a ma flamme. Elle est beaucoup trop grande, donc je vais baisser sa taille. Maintenant, je vais m'occuper des modifiers. Les modifiers vont permettre de modifier en temps réel la topologie de mon objet. Parce que là, si j'appuie sur espace pour faire une animation, il ne se passe rien. C'est pas très réaliste d'avoir une flamme qui est statique, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que je vais rajouter comme modifier? Si je vais ici, dans les modifiers, je rappelle qu'on a le Subdivision Surface par défaut. Par défaut, pas vraiment par défaut, mais on l'a rajouté tout à l'heure. Donc, le premier modifier qu'on va rajouter, c'est un modifier de type Wave, qui est dans la catégorie déforme, vous remarquez. Donc, ça nous indique bien que ça va déformer notre maillage. Là, si je fais un play sur animation, on a ceci. Bon, c'est assez intéressant, mais nous, ça ne nous intéresse pas trop. Alors, on a ceci pourquoi? Parce que par défaut, il fait un wave avec un mouvement global et qui n'est pas basé sur les coordonnées de mon objet, sur les normales de chacun des maillages. Donc là, si j'appuie sur normal déjà et que je fais espace, on voit que de suite, on a quelque chose d'un petit peu plus intéressant parce qu'il n'est pas basé sur le world, sur l'environnement, mais sur les normales individuelles de chacune des phases de mon objet. Donc ça, c'est relativement intéressant. Je peux modifier en temps réel différents paramétrages, donc c'est ça qui est bien. Par exemple, le speed, je pense qu'il est un petit peu trop rapide, donc je vais le mettre par exemple à 0,1. Je pense que c'est pas mal. L'intensité donc de la hauteur de ma vague, on va dire voilà 0,15 également, je pense que c'est à peu près bien. Donc je regarde le retour parce que j'ai des petits problèmes d'enregistrement. Mais là, ça a l'air bon. Et ensuite, ici, donc ça permet de changer également les paramétrages d'influence. Je mets à 1.
je pense qu'on a quelque chose d'assez réaliste. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est faire en sorte que ma vague ait une sorte de variation comme ceci, horizontale et verticale. Donc pour ce faire, on va rajouter deux modifieurs. Un modifieur que l'on va dupliquer. Il s'agit tout simplement du modifieur Simple Deform, qui est présent ici. Et si je clique ici, on a possibilité, par défaut, de faire un twist. Donc un twist, c'est quoi? C'est quelque chose qui va permettre de faire un screw, en fait, une rotation verticale sur lui-même. Moi, c'est pas ce que je veux, moi je veux faire un bend. Et un bend, ça permet de faire ça, vous voyez? De faire une rotation de droite à gauche. Donc moi, je veux me mettre à 0, et je vais appuyer sur I. Ok? Ce keyframe, je vais le mettre en position 1, comme vous pouvez le voir en bas. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir. Donc je peux le faire là. Je vais ouvrir mon Graph Editor. Je vais cliquer sur mon Angle Simple Deform. Je vais ouvrir à droite mon outil modifieur. Et je vais pouvoir ajouter un modifieur de type Noise. Et ça me permettre, si j'appuie sur Entrée, d'avoir quelque chose, vous voyez, qui fait plein de petites rotations. Alors le scale, je peux l'augmenter considérablement. Parce que là, on a trop de rotation à la minute. C'est pas réaliste. Et ma force, par contre, je peux l'augmenter. Voilà, donc là, c'est peut-être un petit peu trop. Bon, vous voyez à peu près l'idée. 4, on va le mettre à 2. Voilà, là, je pense que c'est pas mal. Ok, donc une fois que j'ai ceci, là, on a fait un bed selon l'axe des X. Donc, maintenant, je vais en faire un autre, donc je fais copie. Sauf que cette fois-ci, je me mets selon l'axe des Y. Et du coup, ça me permet d'avoir à la fois des rotations comme ceci et comme ceci. On ne met pas en Z parce que sinon, ça donnerait quelque chose qui est pas du tout réaliste. Donc là, pareil, je vais aller à ma keyframe numéro 1. Je vais faire, d'ailleurs la trail est à 2, donc je peux la déplacer, hop là, comme ceci. Je vais faire un I en mettant mon curseur sur le deform angle. Voilà. Alors, il faut le mettre à 0. Alors, je fais I. Et maintenant, je peux cliquer sur le second qui est présent ici. Pareil, je vais faire Add Modifier, Noise. Ou sinon, j'ai une autre possibilité, comme ça je vous le montre. Je peux cliquer sur le premier. Là, normalement, je peux faire Copy F Modifier. Je peux aller sur le second et je peux faire un Paste. Mais là, c'est pareil, c'est parce qu'on a exactement les mêmes mouvements, que ce soit en X et en Y. Donc, je peux toucher à l'offset pour déplacer un petit peu les choses. La force, pareil, je peux changer un petit peu les paramétrages. Voilà. Et ça me permet d'avoir quelque chose qui va être normalement un petit peu différent. Et voilà. Et donc, j'ai ma flamme qui est modélisée et qui est assez réaliste. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait deux écoles dans les shaders. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui aiment avoir une flamme qui est transparente au bout. Alors si je veux avoir ça, hop là, je vais enlever ceci. Je peux tout simplement rajouter quelque chose qui s'appelle Transparent, BSDF. Je peux le mettre ici. Ça ne va pas faire grand chose au début parce qu'il faut que j'aille dans les options et que j'active ici dans le Blend Mode le Alpha Blend. Sinon, Blender en mode Eevee ne peut pas rendre correctement la transparence. Et normalement maintenant, si je touche voilà, à ceci, à la location, j'ai une flamme qui peut être transparente en bout. Ah, comme ceci. Moi, j'aime pas trop, donc je préfère faire exactement comme j'ai fait tout à l'heure avec deux émissions. Mais sachez qu'à présent, maintenant, dans le Cycle Render, dans le Eevee, alors qu'avant c'était un petit peu difficile d'obtenir de la transparence dans Eevee, il y a possibilité de gérer l'opacité. Ok, donc là on est pas mal, ça je vais le mettre un petit peu plus rouge. Voilà, orange-rouge. Et je vais retoucher à ça pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus haut. Ok, donc là on est pas mal, je peux mettre ma flamme avec G, je sélectionne, je fais G, je la descends ici. Je vais modifier rapidement une tige, bon, vraiment pour la forme, hein, parce que c'est pas le but du tuto, mais je rajoute un cylindre, je le réduis, je le mets ici, avec Z, je zoome. Et je vais pouvoir faire une tige rapidement. Je sélectionne ma face du bas, je la fais rentrer, avec O, je désactive le Proportional Editing, je la fais rentrer, hop là, ici, dans ma cire, pardon. Et je peux donner un petit peu un côté aléatoire en faisant des extrusions comme ceci, des changements d'échelle. Voilà, pour obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Je peux faire un petit bevel en haut, CTRL B. Et là, je pense qu'on est pas mal. Je peux faire clic droit, Shade Smooth et rajouter du Subdivision Surface pour adoucir tout ça. Et donc là, on est bon. Et je peux mettre ma flamme qui vient
dans ma bougie. Donc là, on est pas mal. Il nous reste 2-3 modifications, notamment sur les paramétrages de la bougie. Vous allez voir que le matériau est relativement simple. Si je me mets en vue rendered global, on a ceci. Pourquoi? Parce que par défaut dans Blender, je rappelle qu'on a un background qui est grisâtre avec une force qui va nous rajouter de la lumière. Donc là, je vais mettre à 0. Comme ça, on est sûr que toute la lumière qui vient, c'est de mes sources lumineuses, par exemple de cette lampe-là. Donc cette lampe, je vais la mettre sur ma bougie. Donc je vais bien la positionner à peu près au centre, comme ceci. Et je ne veux pas un point light, mais je veux un objet de type area. Je vais aller dans les rotations, je vais tout mettre à 0, comme ça je suis sûr qu'elle est entièrement verticale sur notre bougie. Et donc là, maintenant, 2 choses à faire. Je vais dans le World, je vais ouvrir un environnement de texture open, que je mettrai bien évidemment dans la description comme à chaque fois. Et je mets mon environnement. La force, si je mets 0,1, vous voyez que c'est trop. Hein. Donc je vais mettre 0,05 par exemple. Même si c'est un petit peu trop, 0,01. Voilà, donc là c'est pas mal. Ça permet de rajouter une toute petite lumière ambiante. Je peux la désactiver sur l'affichage. Donc je vais ici dans le Render Properties. Je vais cliquer sur Film et je vais cliquer sur Transparent. Comme ça, j'ai rien qui dépasse. Et maintenant, je vais sélectionner ma bougie. Je vais faire un nouveau matériau. Et je vais utiliser ce qu'on appelle le Subsurface. Donc là, par défaut, la lumière ne passe pas à travers mon objet. Donc Subsurface, si je le mets à 1, vous pouvez voir qu'on a cet effet, un petit peu comme l'effet qu'on a sur notre peau, donc ça c'est souvent utilisé lorsqu'on fait des personnages pour la peau, d'effet de lumière qui passe à travers quelque chose de fin, qui va rebondir dedans et ressortir ensuite. Donc ça donne cet effet un petit peu, cette couleur assez rougeâtre, qui est assez sympa et qui donne un effet réaliste. Donc la lampe est peut-être un petit peu trop intense ou trop proche, donc GZ, je vais un petit peu l'éloigner, comme ceci. Et là je pense qu'on est pas mal. Je peux en mettre une autre avec Shift D ici. Je peux faire une petite rotation. Voilà, je peux la mettre comme ceci. Et donc, on a bien notre bougie avec notre animation. Donc, je pense qu'on est pas mal. On a le rendu escompté. Je vérifie par rapport à ce que j'avais prévu. Ouais, non, mais on est bon. On a vu à la fois la modélisation de notre bougie, comment animer notre flamme, comment faire la tige, et comment rajouter du Subsurface Scattering pour faire en sorte que la lumière passe à travers notre cire, obtenir quelque chose de réaliste. Donc si vous voulez faire un matériau poussé, sachez, donc on va pas le voir aujourd'hui, que si vous allez dans Shaders, on a carrément quelque chose qui s'appelle Subsurface Scattering, pardon, et qui permet du coup de faire des mix entre cet outil-là et d'autres pour obtenir peut-être une cire un petit peu plus réaliste. Mais aujourd'hui, c'est ceci que je voulais vous montrer. Donc on a vu déjà en première partie le Sculpt Mode, qui était une première approche pour vous. Ensuite, on a vu comment rajouter différents modifiers sur notre sphère pour faire en sorte qu'elle soit animée au cours du temps. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué. Et enfin, on a vu pour une première fois le Subsurface Scattering. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et si vous avez réussi à tout comprendre au cours du tuto. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.